Madame Bonneau, nouveau rappel au règlement. Oui, merci Monsieur le Président. Alors par rapport aux interventions et de Madame la rapporteure et de Madame la ministre, notre interpellation n'était pas une invective, c'était un désaccord et un questionnement, non pas sur tous les amendements, oui, en commission. Et jusqu'à présent, nous avons eu des réponses sur les questions qui étaient posées, mais sur la série d'amendements très précis qui sont présentés par plusieurs groupes, vous n'avez fait, et on peut le retrouver dans les vidéos, que des rejets sans argumentation. Et c'est ça que nous avions pointé. Et vous ne pouvez pas répondre maintenant avec des arguments d'autorité. Et effectivement, la tenue de ces débats, et je pense que c'est peut-être effectivement la première fois où on a un travail parlementaire qui essaie de répondre aux objections que vous avez soulevées en commission. On a tous fait un travail, effectivement, on n'est pas tous juristes, magistrats, etc. Mais on s'est enquis auprès de juristes. On a aussi vu les associations. Donc on a fait ce travail. Et il y a des échanges. Et ce n'est pas une question de posture ou d'opposition ou de quel candidat à l'élection présidentielle avait défendu. On a tous porté et on porte tous des propositions. Et sur un sujet en plus qui est clairement transpartisan. Donc il ne s'agit pas de dire qui a commencé à être militant de la cause avant ou après. Parce qu'à ce jeu-là, on pourrait aussi en remettre sur le tapis. Il suffirait qu'un seul député, en rentrant dans la salle, en écoutant les arguments, soit convaincu, quel qu'ait été son engagement jusqu'à présent, pour être légitime à intervenir dans ce débat et pour être légitime à défendre ses arguments. C'est ça qu'on essaie de vous expliquer. Et effectivement, malheureusement, c'est malheureux que nous soit rétorqué ce genre d'argument qui crée les incidents de séance, qui crée, parce que c'est extrêmement violent, avec tout le travail, et c'est pas juste une question d'être passionné, de ne pas être rationnel, c'est extrêmement rationnel et argumenté ce qu'on fait, et se faire entendre dire qu'en fait, on fait des invectives quand on donne des arguments, ce n'est pas à la hauteur de ces débats, ce n'est pas à la hauteur des arguments qui sont proposés. Donc pour en revenir à l'ensemble des amendements qui ont été présentés et revenir sur le fond du débat et le fond des arguments qui ont été développés par des collègues de tous les bords politiques. Donc, quelle que soit la conception qu'on a des rapports sexuels, on a, en tous les cas, la volonté que cet article 2 soit réécrit, et je pense que ça traduit ce que nous disions, qu'il faut plus de temps, et c'est suffisamment important, et je pense que tout le monde en a conscience ici, pour prendre le temps et faire en sorte qu'on envoie effectivement un signal fort. Et je pense que notre groupe, en tout cas, est favorable à ces amendements parce qu'ils ont tenu compte justement des remarques et des critiques qui ont été faites sur les risques d'inconstitutionnalité, en revenant sur un certain nombre de demandes qui étaient initialement sur notamment le caractère irréfragable, et ils y répondent justement avec la notion de présomption de non-consentement simple. Et je pense que les amendements et les explications qui ont été faites étaient suffisamment claires. Il ne s'agit pas de nous relire l'article et la formulation de l'article, parce que justement, telle qu'elle est cette formulation, elle est plus confuse et va amener à ce que beaucoup de gens ici dans l'hémicycle et en dehors, des gens qui connaissent le droit, des gens qui pratiquent ce genre de procédure, critiquent comme étant un risque de correctionnalisation du viol. Et on ne peut pas repousser ces arguments d'un revers de main en disant simplement qu'on n'a pas compris, qu'on ne sait pas lire ou qu'on ne connaît pas le droit. Il y a des arguments de fond qui ont été avancés. Ça mériterait, pour le coup, et étant donné, on va dire, le caractère transpartisan, le travail qui a été fait par plusieurs députés sur ces bancs, de prendre en compte cela et de faire un geste, pour le coup, symboliquement, oui, on assume qu'il faut une présomption de non-consentement. Merci, Monsieur le Président. Je vais aller dans le même sens parce que je pense que là, ça fait plusieurs amendements où plusieurs députés de différents bancs essayent de faire avancer le texte de manière constructive. C'est pas de la cosmétique, c'est pas une volonté de faire du bruit pour rien ou des effets de tribune. On essaye, il y a eu plusieurs réécritures et on pourrait y travailler ensemble pour permettre de faire avancer ce texte et le rendre vraiment plus utile et symboliquement. Et ça a été très bien dit, l'argument d'anticonstitutionnalité ne tient pas. On n'est pas en train de défaire tout le code pénal, toute la Constitution, parce qu'on renverse la charge de la preuve. Et si ça change, il y aura toujours des procès, il y aura toujours une procédure, mais on change la responsabilité. Et le signal politique qu'on envoie, effectivement, porte la responsabilité sur l'adulte, sur le majeur et plus sur la victime. C'est ça qu'on essaie de vous dire de toutes les manières possibles, en essayant de trouver un langage au niveau du droit et du texte de la loi qui permet de rentrer
rentrer dans ses clous. Et je pense que vraiment, là, on est dans un débat où on ne fait de procès d'intention à personne. On voit que c'est transpartisan. On voit qu'il y a une volonté de tout le monde de faire avancer les choses. Et il faut entendre ce que disent, y compris des membres de la majorité, que là, on a un instrument qui peut faire avancer les choses. Et le gouvernement a la possibilité là de sous-amender. S'il pense qu'il y a des formules qui ne sont pas suffisantes, il peut le faire maintenant. On a le temps, on peut prendre le temps et je pense que tout le monde est prêt à prendre le temps pour ça. Vous avez l'opportunité, il y a encore des amendements. Si vous ne pouvez pas, vous considérez que là l'écriture de cet amendement n'est pas suffisant, on a encore le temps pour revenir là-dessus. Mais vraiment, écoutez ça. Les arguments de fond, ils ont été donnés, ils sont convaincants et on a la possibilité là de le faire et je vous appelle à le faire. Monsieur le Président, je pense que cette discussion sur le consentement est intéressante et elle mériterait qu'on aille plus loin parce que au cours des dernières années, ça a été l'objet de campagnes importantes au niveau international, aux États-Unis, au Canada notamment. Au Canada, la législation intègre cette dimension explicite du consentement. Madame la rapporteure a indiqué que c'était implicitement dans la définition de la contrainte, mais il me semble, ce ne sera pas le cas vu que l'amendement est repris et rejeté, mais que dans les discussions futures qu'on aura sur ces sujets, j'espère qu'on en aura, il faut tenir compte de cette dimension et de ce qui a été fait là-dessus. Il y a énormément de travaux sur le sujet, sur la question du consentement, parce que c'est aussi un effet pédagogique de faire comprendre qu'un rapport, un acte sexuel doit être un acte entre deux personnes qui consentent. Et je pense que l'introduire, nous avions un amendement qui permettait de tenir compte de la question de la contrainte et d'introduire cette dimension qui redonne, je pense, une autonomie, une légitimité à l'ensemble des partenaires du rapport sexuel et d'un point de vue politique, idéologique, je crois que c'est une discussion légitime qui ne met pas en cause la victime, mais qui repose, je pense, sur une dimension d'égalité, le débat sur les actes sexuels et du coup qui rend compte de la nécessité d'obtenir un consentement explicite, libre et éclairé des différents partenaires, justement pour qu'il n'y ait pas des actes de viol. Afin de consacrer les évolutions jurisprudentielles, notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2017, et afin de clarifier l'état du droit actuel, cet amendement vise à élargir le champ du harcèlement sexuel en incluant la commission d'un acte unique. Le harcèlement se caractérise juridiquement jusqu'à présent par le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Par l'arrêt du 17 mai 2017, la Cour de cassation a admis explicitement qu'un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel et en présumer l'existence. Elle a ainsi par ailleurs procédé à une mise en conformité à la norme européenne qui n'exige aucune répétition dans sa définition. Nous pensons qu'il faut maintenir le caractère délictuel et préserver l'office du juge en matière d'harcèlement afin de lutter contre tout acte indifféremment de son caractère régulier ou réitéré, qui contreviendrait à la situation de la personne par des propos, des attitudes dégradantes, humiliantes, etc. Le magistrat ou la magistrate pourra, dans chaque cas d'espèce, apprécier in concreto les éléments constitutifs pour caractériser l'infraction, notamment eu égard à la gravité de l'acte en cause. L'extension du champ du harcèlement sexuel, comme le proposent d'ailleurs un certain nombre d'associations comme l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail et l'association Stop Harcèlement de rue, permettrait, à notre sens, d'enrichir le texte. Et puisque vous avez introduit cette notion de cyberharcèlement, il nous semble que ça permettrait de sécuriser à la fois la question du harcèlement et d'être en cohérence avec cette inclusion et ce renforcement de la question du harcèlement sexuel sur Internet et ailleurs. Le collectif Stop Harcèlement de rue, créé en 2014, définit le harcèlement sexuel dans la rue et les espaces publics comme tout comportement adressé à des personnes dans des espaces publics ou semi-publics, visant à les interpeller verbalement ou non, leur envoyant des messages intimidants, insistants, irrespectueux, humiliants, menaçants, insultants, en raison de leur sexe, de leur genre ou de leur orientation sexuelle. Selon un rapport de l'INSEE paru en 2017, les femmes sont 2 fois plus nombreuses que les hommes à se sentir en insécurité dans l'espace public. Selon le Haut Conseil à l'égalité, 84 000 personnes sont victimes de viols chaque année. Et l'enquête Virage de l'INED estime que le harcèlement dit de rue et les atteintes sexuelles impactent la vie de 3 millions de femmes par an.
je pense, qui a été repris dans beaucoup de discussions et le constat que nous partageons tous. Le harcèlement dans l'espace public et dans les espaces semi-publics est un phénomène systématique qui s'inscrit dans toutes les catégories et dans tous les espaces sociaux, effectivement. Malheureusement, de notre point de vue, le dispositif proposé dans cet article, qui vise à poser un interdit social, à lutter contre le sentiment d'insécurité et limiter le passage à l'acte, ce que nous partageons, fait douter de son efficacité. Il va en pratique être difficile d'apporter la preuve du harcèlement. On sait qu'en l'état actuel, y compris des choses, les femmes qui se rendent dans des commissariats pour dénoncer des graves agressions ou ce type de harcèlement ont des difficultés à porter plainte. Il faudrait mettre en place un dispositif policier quasiment à chaque coin de rue pour pouvoir intervenir. Et surtout, il existe déjà un certain nombre de dispositifs législatifs, que ce soit l'injure publique, le harcèlement sexuel, j'en parlais, l'agression sexuelle, les agissements sexistes dans le monde du travail, qui permettraient de pouvoir intervenir. Le problème, comme sur beaucoup de dispositifs dont nous avons parlé, c'est qu'ils ne sont pas mis en œuvre. Donc il s'agirait de pouvoir les appliquer correctement. Enfin, et c'est ce qui concentre un certain nombre de critiques, y compris d'associations féministes, cet article procède à une déqualification de délit en contravention de ce type d'agissement, et c'est pourquoi nous sommes contre et nous votons. Premièrement, sur la nécessité de précision. Cette alerte nous a été faite par l'association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, parce que, de fait, et ce n'est pas la seule association qui pointe le risque que l'outrage sexiste, s'il est adopté dans ce projet de loi, risque de faire en sorte que le harcèlement sexuel soit déqualifié. Nous évoquions tout à l'heure la question de l'arrêt de la Cour de cassation qui avait de fait acté qu'il pouvait être le harcèlement sexuel considéré comme un acte unique. Donc on le voit, vous avez repris dans votre définition de l'outrage sexiste, en fait, la définition, une partie de la définition du harcèlement sexuel, et c'est ça qui entraîne la confusion, c'est votre propre rédaction qui entraîne la confusion. Et donc, il nous semble important, et pas qu'à nous d'ailleurs, mais aux associations qui travaillent sur ce sujet, que vous avez dû entendre, et donc vous savez parfaitement ce qu'elles disent à ce propos, de préciser, et c'est cela qui nous semble nécessaire, y compris pour faciliter l'action des magistrats, parce que ça leur donne des cadres bien réglés. Et la deuxième partie sur la question des CHSCT, puisque Madame la secrétaire d'État a tenu à le repréciser, ce n'est pas simplement la position de la France Insoumise, et vous le savez également, puisque lors du débat sur la loi travail, les associations féministes, très nombreuses, ont alerté sur la disparition des CHSCT, dont vous dites que les prérogatives sont reprises dans l'instance unique, mais que les organisations syndicales ont aussi pointé comme étant à moins 10 ans, parce qu'avec l'ensemble des fonctions qui sont désormais dévolues à ces organismes, elles n'auront pas de fait les moyens, et les représentants des salariés n'auront pas les moyens de mener à bien ces missions. Et donc, une fois que la loi et que vos ordonnances ont été appliquées, et elles étaient bien obligées, que ce soit les organisations syndicales, de s'accorder sur les palliatifs que vous proposez. Mais ce n'est pas suffisant, et c'est ce que nous pointons, c'est la dégradation des capacités à la fois de la loi et des personnes sur les terrains de pouvoir l'appliquer et protéger les femmes dans le champ du travail, dont on sait que c'est systématisé. Alors, permettez-moi, Madame la secrétaire d'État, puisque vous nous avez fait cette objection, de vous la retourner. De toute évidence, vous ne savez pas ce que c'est le harcèlement sexuel, puisque je vous rappelle la définition juridique, c'est le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos et des comportements à caractère sexuel qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant et humiliant, ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile et offensante. Et les différentes choses que vous avez décrites rentrent et peuvent rentrer dans le cadre de la définition du harcèlement sexuel. Et si ça ne vous convient pas, vous pouvez aussi vérifier la définition de l'injure publique ou non publique, de la menace, de l'agression sexuelle, des agissements sexistes dans le monde du travail, qui contiennent les éléments que vous avez caractérisés. Et d'ailleurs, ce n'est pas que nous. Alors, vous pouvez dire que nous ne connaissons pas très bien les dossiers, même si je viens de vous prouver le contraire. C'est également le groupe F, les associations féministes, l'association Stop Harcèlement de rue, l'association contre les violences faites aux femmes au travail, qui pointent le problème de votre caractérisation de l'outrage sexiste, reprenant la définition du harcèlement de rue et en expliquant comment, malheureusement, comme c'est la
la pente prise par l'ensemble de votre projet de loi, ça va amener à une confusion entre la caractérisation de ces différentes infractions qui existent déjà, mais qui sont très difficilement appliquées, et ce que vous venez de faire, et du coup, de faire passer ce qui est l'injure, la menace, le harcèlement, l'agression, les agissements sexistes et sexuels qui existent dans le code pénal et qui sont des délits, par des contraventions. Et donc, effectivement, à moins de considérer que toutes ces associations également n'ont pas compris le droit et ne savent pas de quoi elles parlent, votre article va amener à une dégradation de ces infractions.